Bonjour à tous, je vais vous présenter aujourd'hui le chapitre Quelles sont les lois de Kepler. Donc on va regarder un petit peu ce chapitre. C'est un chapitre un tout petit peu technique qu'il faudra donc veiller à tout comprendre et surtout tout apprendre parfaitement parce que sinon vous allez vous mettre en difficulté alors que les questions au bac sont toujours les mêmes. Donc on va ici aborder toutes les difficultés. Si vous comprenez ce que nous faisons ensemble là, toutes les questions du bac, vous les traiterez sans difficulté puisque le but du jeu justement de cette vidéo, c'est une fois qu'on est capable de comprendre et de retenir toutes les étapes que je vais écrire, vous allez tout pouvoir réussir au bac. Donc on va commencer, donc cette vidéo va se dérouler en deux vidéos. La première, on va parler de la première loi de Kepler et ensuite de la deuxième loi de Kepler. Et puis dans la deuxième vidéo, nous allons nous intéresser à la troisième loi de Kepler. Donc commençons déjà par la première loi de Kepler. Donc la première loi de Kepler nous dit la chose suivante. Dans un référentiel héliocentrique, chaque planète décrit une ellipse dont l'un des foyers est occupé par le Soleil. Donc déjà, une ellipse, c'est quoi? Si vous devez la tracer, vous faites un axe vertical, un axe horizontal, et ensuite vous faites ici, par exemple, 6 carreaux vers la droite, et 3 carreaux vers le haut, 3 carreaux vers le bas, et 6 carreaux vers la gauche. Il faut toujours des grandes ellipses. Et ensuite, vous reliez les points au crayon. Et puis, autour de un des deux foyers, donc ici vous avez un foyer, il est forcément symétrique par rapport à l'axe vertical qui est le centre de l'ellipse. Et donc on a noté ici F comme le foyer et F' l'autre foyer, et ces deux points sont symétriques l'un par rapport à l'autre. Donc déjà on va marquer ici qu'on suit le Soleil, a priori j'ai choisi l'astre comme étant le Soleil, et une planète qui tourne autour évidemment du Soleil. Déjà première chose que nous dit la première loi de Kepler, c'est que la trajectoire d'une planète est obligatoirement elliptique. Donc ça c'est très important. Deuxième chose, on constate que j'ai mis le Soleil en ce point, on aurait très bien pu choisir le Soleil en F', ça ne changeait absolument rien. À partir du moment où par contre on laisse le Soleil sur un des foyers, celui-là on n'est plus obligé de le dessiner, c'est simplement pour la première fois. Quand vous écrivez la première loi de Kepler, vous dessinez aussi l'ellipse. C'est très important qu'on comprenne, que vous sachiez que la trajectoire est elliptique. Ensuite, ce que j'écris ici, très important parce que ça permet quand même de comprendre un petit peu le vocabulaire qu'on peut rencontrer au bac, notamment le point le plus éloigné ici du Soleil, ça s'appelle l'apogée. Alors pour un Soleil, il a un autre nom, on l'appelle aussi aphélie. Alors il faut savoir que dans le cadre le plus général, c'est l'apogée. Et puis le point le plus proche cette fois du Soleil, ça s'appelle le périgée, et ça se trouve en ce point. On peut remarquer aussi un terme très important à retenir, c'est le point entre le centre de l'ellipse et le point le plus éloigné. Ça s'appelle le demi-grand axe de l'ellipse. Il est noté petit a, il ne faudra pas se tromper entre ce petit a ici et l'accélération. Ici c'est le demi-grand axe de l'ellipse, c'est en mètres. Et bien entendu, on remarque bien entendu que 2a, donc 2 fois cette distance, est égal à RA plus RP, pas de souci. On va maintenant évoquer ensemble la deuxième loi de Kepler. Donc la deuxième loi de Kepler, elle nous dit la chose suivante. C'est que le segment Soleil-planète décrit des aires égales pendant des durées égales. Alors la première chose qu'on va dessiner ici, c'est le Soleil au centre d'un des foyers. Vous avez vu, j'ai plus dessiné le foyer F', je laisse seulement un foyer. Et ici, la planète, on la suppose à l'instant T1 ici. Ensuite, on dessine la planète à l'instant T2 ici, puis je vais dessiner la planète à l'instant T3 et T4. Et si les durées T2 moins T1 est la même que la durée T4 moins T3, alors on peut affirmer une chose, c'est que cette aire-là, donc tout ce que je balaye ici, est égal à ce qui est balayé ici. Et donc, ce qui est intéressant ici de remarquer, c'est que, donc on appelle ça l'aire A2, et ici on appelle ça l'aire A1. Autre chose, donc on va essayer de voir un petit peu qu'est-ce que ça peut évoquer. Donc quand on le dessine, quand vous redessinez ça, vous avez pris donc ici, comme je l'ai dit, 6 cm vers la droite, 3 cm vers le haut, on va pouvoir ajouter un point, enfin une distance très importante, c'est cette distance-là qu'on appelle la distance D1, et ici la distance D2. Alors, de manière claire, la deuxième loi de Kepler nous dit la chose suivante. Si T4 moins T3 est égal à T2 moins T1, c'est-à-dire une durée, si cette durée-là est la même que celle-là, alors la chose qu'on peut affirmer, c'est que l'aire A1 est égal à l'aire A2. Donc ça, c'est pas si étonnant que ça. En réalité, quand on se trouve proche du Soleil, il faut évidemment une très grande distance pour balayer beaucoup.
Et quand on se trouve très éloigné du Soleil, il faut une très petite distance pour balayer beaucoup, puisqu'elle se situe très loin. Donc ce qu'on peut dire, c'est que la conséquence, c'est que la distance D1 est obligatoirement plus grande que la distance D2. Autre chose, si on divise par la même durée qui se trouve ici, on a donc D1 sur delta t est plus grand que D2 sur delta t. Et on reconnaît évidemment, ça implique que la vitesse V1 est plus grande que la vitesse V2. Donc la vitesse qui se trouve ici est nécessairement plus grande que la vitesse qui se trouve ici. Et donc ça, c'est une des conséquences de la deuxième loi de Kepler, c'est que la vitesse au périgée est toujours plus grande que la vitesse à l'apogée. Donc le point le plus proche ici du Soleil a une vitesse, c'est là où la vitesse est la plus grande, et la vitesse où on se situe le plus éloigné du Soleil, c'est la vitesse où elle est la plus faible. Donc ça c'est intéressant, c'était la constatation de la deuxième loi de Kepler. Voilà, la vidéo, alors non, elle n'est pas finie. On va parler maintenant, toujours de la deuxième loi de Kepler, mais dans le cadre d'un mouvement circulaire uniforme. Donc ici, si on se place dans un cadre d'un mouvement circulaire uniforme et que la planète se situe à l'instant T1, pour le cadre du mouvement circulaire uniforme, ça paraît beaucoup plus évident. Forcément, si elle est ici en T1, T2, et que comme c'est un cercle, nécessairement, la distance entre T1 et T2 est nécessairement la même qu'entre T3 et T4. C'est-à-dire que la distance parcourue par la planète pendant cette durée est nécessairement la même, et donc on peut en déduire que l'air balayé ici est strictement la même que balayé ici. C'est pour ça qu'on peut dire que l'air à 1 est égal à l'air à 2. Et donc si je prends toujours la deuxième loi de Kepler, elle nous dit que si T4 moins T3 est égal à T2 moins T1 qui est égal à une durée, alors on peut affirmer que A1 est égal à 1. Jusque-là, on n'a rien fait d'incroyable. Par contre, ce qui était beaucoup plus intéressant ici d'écrire, c'est que la conséquence, c'est qu'un satellite en orbite circulaire a obligatoirement alors un mouvement uniforme. Pourquoi? Parce que pour les mêmes raisons que tout à l'heure, on aurait pu souligner ici D qui est égal à D, donc D sur delta t c'est la vitesse, et cette vitesse est bien la même que celle-là. Donc on voit bien que la vitesse est constante, et c'est ça qu'il faut retenir, c'est que pour un mouvement circulaire, lorsqu'un satellite tourne autour d'une planète, ce satellite a nécessairement, si le mouvement est circulaire, nécessairement une vitesse constante. Ça c'est important. Voilà, la vidéo est terminée. Je propose de maintenant prendre le temps de tout écrire et ensuite passer à la vidéo numéro 2. Bon courage!